Merci, monsieur le directeur général, de nous accorder de participer à cette session du e-congrès de médecine générale, qui est une grande première. Je rappelle que la session auquel vous participez va être disponible en ligne jusqu'à la fin de l'année et donc pourra être visionnée par de nombreux médecins généralistes, y compris en dehors des 2 et 3 juillet. Donc, c'est intéressant puisque vous pouvez aussi vous adresser à un grand nombre de médecins généralistes. Nous venons de vivre une crise sanitaire inédite, on va dire, et les acteurs de la première ligne que nous sommes ont su montrer réactivité, agilité pour répondre aux besoins de leurs patients et plus largement des habitants de leur lieu d'exercice. Nous avons bien perçu l'engagement de la CNAM et de son réseau pour apporter des réponses rapides et aux professionnels et aux patients pour rendre les choses plus faciles. Donc, on voulait vous demander quelle a été votre stratégie, vos objectifs à vous, CNAM, et vos CPAM, et comment vous avez perçu la mobilisation des acteurs de l'ambulatoire, et notamment des médecins généralistes, mais pas que, hein, c'est des équipes de soins primaires, et est-ce pour vous porteur d'espoir? Bon, merci pour l'invitation, merci pour cette question très large à l'issue, ou j'espère à l'issue d'une période qui a été effectivement assez exceptionnelle et au cours de laquelle, vous savez, tout simplement, l'assurance maladie, elle a cherché à être la plus utile possible aux côtés de ceux qui étaient en première ligne et puis aussi des patients et des assurés. Voilà. Donc, vous avez fait référence à tout ce que nous avons essayé d'amener comme simplification, dérogation, souplesse, aussi bien pour les déclarations d'arrêt de travail pour les assurés que pour l'exercice professionnel DMG, mais aussi des autres professionnels de ville. Bon, voilà, ça a été notre tâche. On a essayé de le faire fondamentalement en étant à l'écoute de ce qu'étaient vos besoins, vos remontées, dans un dialogue qu'on a essayé de nourrir au quotidien, d'aller-retour et de remontée de terrain, avec, moi je le souligne, une capacité à aller vite qui a certes été peut-être celle de la CNAM, mais qui a été aussi celle du ministère de la Santé, parce que souvent ça se traduisait par des textes réglementaires. Il y a eu une très bonne coordination des acteurs, au moins là-dessus. Voilà. Moi, ce qui m'a frappé dans la manière dont les professionnels de santé, les médecins généralistes se sont mobilisés, c'est d'abord l'absolue mobilisation de tous. Bon. Je vais prendre un premier exemple. Au début, on pensait tous qu'on allait avoir une énorme vague, qu'on aurait par exemple à gérer la question des patients qui n'ont pas de médecin traitant, des patients qui s'étaient déplacés sur le territoire, parce qu'on sait qu'il y en a quand même pas mal qui, à un moment donné, avant le confinement, ont changé de lieu de résidence et donc étaient forcément loin de leur médecin généraliste. Et donc, on a fait le tour dans toutes les CEPAM des médecins généralistes pour poser la question qui, parmi vous, serait prêt à prendre en charge des patients supplémentaires qui ne sont pas dans votre patientèle et qui seraient susceptibles d'avoir besoin d'une consultation et d'un suivi. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais je pense que c'est 95% des médecins généralistes qui ont dit « oui, bien sûr, on est prêt, vous pouvez nous enregistrer et vous pourrez nous adresser des gens ». Deuxième élément, on a adressé peu de monde. Pourquoi parce que bon, les choses se sont faites, elles se sont faites, je dirais, à la fois naturellement, parce qu'on a vu les médecins généralistes faire, prendre en charge, en présentiel, beaucoup en téléconsultation. Il y a eu, je pense que cette belle appropriation dont il faudra faire le retour sur expérience, mais bon, voilà, la téléconsultation a été, je pense, un outil très utile, je crois, à sa juste place dans les prises en charge. Et puis, il y a eu surtout cette volonté des acteurs de s'organiser dans les territoires, de créer des sites ou des structures dédiées pour la prise en charge des patients Covid, pour éviter justement qu'on se croise et qu'il y ait des risques de contamination dans une salle d'attente où on mélangerait les files actives ou les types de patients malades ou pas malades de Covid. Bon. Et ces fameux centres Covid, mais ce n'était pas que des centres Covid, c'était aussi de l'organisation de proximité.
honnêtement, fait mais complètement à la main des acteurs. Il y a eu de l'accompagnement par les ARS et par nous, mais on n'a rien inventé. C'est ça que c'est vous qui les avez inventés. Bon, certes, il n'y a pas sur les centres Covid toujours eu le nombre et dans la durée des patients qu'on attendait, mais l'organisation était là. Voilà. Et ça, je trouve que ça a été très bluffant, même si bon, on a beaucoup parlé de l'hôpital et de ce qu'a été la pression énorme sur les services de soins intensifs et la réa. Mais les soins primaires, ils ont été au rendez-vous. Voilà. Ils étaient prêts à faire face. Et bon, ils ont su faire face. Et c'est très précieux de le savoir pour la suite, au cas où il y aurait une suite. Et je pense que dans le débrief, moi, que j'ai fait avec tous les acteurs, parce qu'on a fait une grande réunion avec tous les syndicats de toutes les professions autour de l'exercice coordonné, ce que j'ai senti et ce que j'ai perçu de toutes les remontées, les témoignages, c'est que cette capacité spontanée des médecins, des infirmiers, des kinés, des pharmaciens, etc., à spontanément se parler, réfléchir ensemble à comment ils allaient gérer cette crise, a été, je crois, plutôt un révélateur, un accélérateur, un élément de confirmation de ce que on est quand même meilleur, plus efficace quand on travaille ensemble et quand on trouve des éléments de coordination et de synergie qui, là, en l'espèce, n'appelaient pas des usines à gaz, il fallait être pratico-pratique. Mais on voit bien que là où il y avait un peu de maturité, là où il y avait déjà des débuts de dialogue et de travail collectif, ça s'est quand même mieux passé. Et c'est d'ailleurs vrai probablement aussi de la sphère sanitaire dans les établissements, hein, je pense, que là où on était quand même plus en retard. Voilà. Donc c'est tout ça qui constitue, à l'issue d'une crise qui était quand même grave et dramatique, 30 000 morts, ça n'est pas rien, voilà, des éléments qui sont plutôt encourageants. On a communiqué la semaine dernière sur notre rapport chargé produit, on a beaucoup parlé des retards de prise en charge, parce qu'il y a eu ces fameux retards de prise en charge parce que les patients ne sont plus venus dans les cabinets, n'ont plus fait leur diagnostic et leur dépistage. Donc ça, c'est un élément préoccupant de la crise. Il y a clairement dans la crise sanitaire une double crise potentiellement, mais il y a eu aussi cet élément, je trouve, prometteur et encourageant sur l'organisation des acteurs. Voilà. Merci Monsieur Revel de ce tableau brossé. En effet, nous qui sommes des porteurs de projets, des responsables professionnels, on l'a vécu, on l'a bien perçu, cette dynamique qui a été très efficace et très rapide à se mettre en place. Nos collègues ont eu une compréhension plus fine des enjeux et de l'intérêt des organisations territoriales, notamment, je pense que ça a été un grand élément dynamisant des CPTS, mais malgré tout, dans tous les sigles et tous les dispositifs qui existent, ces organisations sont peut-être encore un petit peu trop à travailler en silo et pas suffisamment en interaction. Quelles seraient vos préconisations pour mettre un petit peu plus d'ordre dans ce système de santé? Et éventuellement, quelles choses souhaitez-vous amplifier ou capitaliser de ce qu'on a vu s'installer là, de toutes ces prémices de nouvelle organisation, on va dire, de la vie d'après? Bon, d'abord, encore une fois, je l'ai dit, hein, je pense que là où ça a bien marché, c'est là où il y avait quand même déjà de l'organisation, un peu de structuration, des maisons et pôles de santé un peu forts, des acteurs qui avaient déjà un peu pris l'habitude de travailler ensemble autour d'équipes de soins primaires qui peut-être ne rentraient pas dans un cadre juridique formalisé, mais procédaient de vraies pratiques d'exercice clinique coordonnées. Et puis là où on avait par ailleurs des CPTS, donc forcément là à une échelle territoriale un peu au-dessus, hein, on n'est pas dans l'équipe de soins autour du patient, parce qu'on voit bien, pour répondre à votre question sur comment tout ça, ça s'articule au-delà des sigles différents, on a de l'exercice, de la coordination clinique de proximité, c'est la maison de santé pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle, c'est une équipe de soins primaires qui n'est pas dans une CISA et qui essaie de travailler ensemble en essayant quand même au-delà de s'appeler sur un patient, ce que vous faites tous les jours,
d'essayer de travailler ensemble à des outils communs, un peu à des procédures communes, à des temps de réunion, on essaie de passer en revue un certain nombre de cas patients, donc ça va un peu plus loin. Donc ça, c'est, je dirais, avec des formes différentes selon le niveau d'intégration, d'association, de formalisation qu'on veut donner à cela, c'est, je dirais, l'exercice coordonné en proximité du patient. Et puis, la CPTS, elle vient répondre, je dirais, à des besoins de coordination à une échelle d'un bassin de population où on doit s'occuper de sujets qu'aucun professionnel de santé dans son exercice seul n'est capable à lui seul de porter et de régler. C'est premièrement des questions voilà, de gestion, de parcours sur des patients complexes, sur notamment de l'articulation ville-hôpital, où je pense qu'il y a des choses à inventer, et là où des CPTS construisent des éléments de parcours coordonnés, ça apporte une vraie valeur ajoutée dans la qualité des prises en charge, dans l'évitement de ruptures dans ces prises en charge, mais ça nécessite des moyens humains, de la coordination, je rappelle des termes anglo-saxons horribles, des gens qui gèrent des cas patients complexes avec de la coordination médicale, mais aussi sociale. Il y a beaucoup d'interactions avec la sphère sociale dans des maintiens à domicile compliqués. Voilà. Donc, CPTS, je crois qu'elle est très positionnée là-dessus, et je pense que c'est un des enjeux d'avenir. Et puis, il y a des sujets d'accès aux soins, parce qu'à un moment donné, quand il faut organiser voilà, de la permanence, comment on favorise à l'échelle non pas de 2-3 médecins, mais de beaucoup plus de l'accès à des consultations non programmées. On évite, d'une certaine manière, des arrivées aux urgences qui ne devraient pas avoir lieu. On évite aussi parfois la tentation du nomadisme médical en télémédecine. Je pense que ce sont des enjeux qu'il faut pouvoir traiter à l'échelle collective. Voilà. Donc, comment mieux articuler tout ça? D'abord, en clarifiant bien les choses, c'est qu'on est sur deux niveaux différents, la proximité et le territoire. Et puis, en se disant que une CPTS, elle doit s'appuyer justement sur ce que sont ces structures d'exercice coordonné de terrain, les MSP, les ESP, parce que ça doit évidemment non pas s'emboîter, mais ça doit fonctionner évidemment ensemble. Voilà. Alors, pour conclure, je vous demanderai, Monsieur Revel, donc on voit bien combien la CNAM est présente, et donc que diriez-vous à un médecin généraliste, alors ce n'est pas notre cas à nous, hein, mais un médecin généraliste qui s'inquiéterait de voir l'influence grandissante de l'assurance maladie sur son métier? Et comment dire, j'ai du mal à comprendre la question, et pour autant, elle se pose, hein, parce que si vous me la posez, c'est que vous ne l'inventez pas. On est le reflet de nos collègues. Hein. Je sais. Et ça m'arrive d'ailleurs parfois d'échanger avec des jeunes médecins en début de carrière, qui, quand je les interroge sur qu'est-ce qui vous retient ou qu'est-ce qui vous fait peur dans l'exercice libéral, peuvent malheureusement citer j'ai peur de la complexité administrative, et notamment liée à tout ce qui va être dans nos interactions médecin, assurance maladie, parce que l'exercice libéral, c'est de la facturation d'actes, et donc potentiellement des contestations, des indus, des rejets, etc. D'où d'ailleurs parfois une attirance vers le salariat. Honnêtement, d'une part, nous, on essaye vraiment, en tout cas moi je m'y attache depuis que je suis dans ma responsabilité, de tendre vers tout ce qu'on peut simplifier, on le simplifie. On a, si vous vous en souvenez, fait des simplifications sur le tiers payant, en modifiant, en tuant beaucoup de motifs de rejet, en créant des garanties de paiement. Je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup moins de sujets entre nous là-dessus. On a essayé de simplifier tout ce qui est entrée et renouvellement des ALD. Donc, on a vraiment le souci de vous amener ça, parce que c'est une manière aussi de vous retirer de la charge, de la pollution intellectuelle et administrative, de vous recentrer dans votre exercice. Quelque part, quand on finance des postes d'assistants médicaux, ce à quoi je crois beaucoup, même si il y a encore bien sûr beaucoup de médecins à convaincre de l'apport de l'assistant médical, mais quand moi j'écoute des médecins qui ont maintenant franchi ce pas-là et qui ont des assistants médicaux,
témoignages, mais se ressentent sur leur médecine et quelque part prennent plus de plaisir dans leur quotidien, sont moins fatigués à la fin de la journée et ont vu, oui, plus de patients et dans des conditions tout à fait même améliorées. J'avais même une médecin qui disait, enfin, je peux regarder mes patients dans les yeux parce que je ne passe pas ma consultation à la moitié à regarder mon ordinateur pour saisir des trucs. Voilà. Donc ça, c'est aussi un apport. Voilà, je pourrais citer pas mal de choses. On essaie d'intervenir dans le champ de la prévention, de mettre au cœur du dépistage sur le cancer colorectal, etc., etc. Et j'ai pas le sentiment, en disant tout cela, qu'on est dans une forme d'intrusion sur ce qu'est le cœur de votre métier, c'est comment vous soignez les gens. Voilà. On pourra me dire, la ROSP, c'est quelque chose qui vient créer de l'incitatif lié à des résultats sur du suivi, de la prévention, etc., etc. Mais je dirais que cette ROSP, on l'a négociée ensemble, elle n'a pas été inventée par l'assurance maladie, et même le Collège de médecine générale, que je consulte régulièrement sur la ROSP, du temps de Pierre-Louis Druet comme encore récemment, je dirais quelque part, valide le fait que dès lors qu'on revoit certains indicateurs, qu'on les fait bouger, c'est un mécanisme intéressant qui fait d'ailleurs bouger les pratiques par ailleurs. Voilà. Mais qu'il faut qu'on construise ensemble. Ce n'est pas la CNAM toute seule qui fait les choses parce que nous, on négocie avec vous. Ce qui est un cadre, il faut que tout le monde le comprenne, c'est important d'avoir des représentants en professionnels. Les syndicats n'ont pas toujours bonne presse. C'est très facile de taper sur les syndicats comme de taper sur d'autres formes de représentation politique, sociale, syndicale. Mais sans représentation, on ne peut pas ensuite, à un moment donné, construire. Et là, il ne s'agit pas de concerter sur un truc que l'assurance maladie va décider seule, c'est de négocier ensemble. Donc, d'être dans une vraie co-construction. Parce que personne n'a la science exacte et personne n'est légitime à imposer à l'autre. Et je pense que c'est vertueux de faire comme ça. Il y a parfois un peu de friction, mais à la fin, moi, je trouve qu'au cours des dernières années, on a bien avancé. Voilà. À la fin des fins, j'avais dit juste d'un mot. La médecine, elle existe depuis que l'humanité existe. Pour faire court, même si je pense qu'elle s'est sensiblement améliorée depuis quelques siècles. Mais je pense qu'un système de santé ne marche bien que s'il y a une prise en charge solidaire, donc c'est la Sécu. Et donc moi, je dis que les médecins et la Sécu, ça va vivre ensemble longtemps. Donc il faut trouver la manière, et je crois qu'on y arrive pas mal, de vivre ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Revel, de rappeler cette nécessité de collaboration entre les médecins et la Sécu, comme on dit. Et on va maintenant donc s'attarder à aller lire, pour tous les intervenants que nous avons eus là dans cet atelier, à lire les questions qui ont été posées pendant qu'ils vous écoutaient sur le chat.